Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 10 février 2020, et non pas 2019, comme je l'ai dit dans la vidéo que j'ai consacrée au magnifique livre de Yann Hamel, En randonnée avec Simone de Beauvoir. J'espère qu'il n'y aura pas un veto silencieux sur ce livre-là, parce que des choses très fortes ont été dites dans ce livre-là. Et c'est d'autant plus étonnant que ça vient d'un jeune homme qui vit avec l'œuvre de Simone de Beauvoir, qui est quand même, hein, elle a écrit Le deuxième sexe en 1949, qui est quand même la fondatrice du féminisme moderne. Et on peut ne pas avoir envie de le lire, mais intellectuellement, Simone de Beauvoir, c'est un passage obligé. Alors, voilà. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose et je vais vous lire des passages lus au hasard de cette revue, Les Marges, que j'ai retrouvé quelques exemplaires dans le fond d'un carton. Et je me souviens très bien à quel moment je me suis porté acquéreur de cette revue. J'en ai vendu un bon paquet il y a presque 8 ans maintenant. C'est une des plus belles histoires. J'ai raconté ça ailleurs dans une de mes innombrables vidéos. J'ai passé 2 jours chez Anatole. Anatole, je vous ai raconté tout ça. Mais je vais vite vous offrir le résumé de cette rencontre. J'ai passé donc 2 jours chez Anatole, qui était un homme qui vendait tout, son appartement, la bibliothèque, pour aller s'établir, en fait, aller mourir en Israël. Bon. De confession juive, la moitié de sa famille avait péri dans des camps. Alors Anatole aimait la littérature, mais pas autant que sa femme qui l'enseignait. Morte, décédée d'un cancer, et il avait découvert, en fouillant, en rassemblant les derniers objets de sa femme, qu'elle était abonnée à la revue Le Bulletin d'Auschwitz. Jamais elle et lui avaient discuté de cela. Mais elle avait continué, elle était prof de littérature, elle avait continué tout au long de sa vie à s'interroger sur cette horrible, horrible chose qu'a été l'extermination dans les camps des Juifs, des Tziganes, des résistants allemands. Les handicapés mentaux, eux, ont été les premiers à avoir été exécutés. Ça commence comme ça, hein? Aucune possibilité de se défendre. Et après, on commence par s'en prendre aux gens qui n'ont aucune espèce de possibilité de se défendre. Mais c'est pas là mon propos. C'est pas là mon propos. Et Anatole m'avait montré, il était rentré en correspondance avec un poète belge, William Cliff. Il m'avait montré les lettres qu'il avait échangées avec William Cliff. Je dis j'ai passé 2 jours parce que on avait dépassé très largement le cadre de la comment on pourrait dire ça, donc, de la transaction. Hein, voilà. Et dans mon métier de libraire d'occasion et d'ancien, moi, j'entre chez les gens, j'entre dans l'intimité des gens. Alors, c'est pas anecdotique, là. La plupart des libraires de livres neufs n'ont absolument aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur des maisons. Bon, les libraires de livres neufs vendent des livres, les gens repartent avec, mais qu'est-ce qui se passe? Et dans le cas des livres d'occasion et d'anciens, parfois, comme c'était le cas ici avec Anatole, les livres, ce sont parfois quelques générations de lecteurs. Lui avait des enfants qui ne s'intéressaient pas aux livres. Alors, il leur avait offert, mais bon, les enfants ne s'y intéressaient pas. C'est la bibliothèque de sa femme et la bibliothèque de son grand-père à la femme, qui avait été très proche des milieux socialistes et anarchistes belges. Alors, on trouvait beaucoup de documents
sur la Commune de Paris, entre autres. Document que j'ai vendu, sans doute vraiment pas, parce que c'était tellement un événement extraordinaire, la Commune de Paris. Mais bon, je sais que certains de ces documents-là, je les ai vendus pas cher, mais je me console en me disant qu'ils sont entre bonnes mains. Bon, voilà. Alors, dans ce fameux achat, et dans cette fameuse, ces 2 jours où Anatole, comme je vous dis, m'a raconté sa vie, m'a montré les lettres de William Cliff, m'a parlé de sa femme, c'est probablement, peut-être, ma plus belle histoire en bibliophilie. En tout cas, une des plus belles rencontres qui font que... Ce genre de rencontres-là qui font que on se dit, eh bien, on fait un métier extraordinaire, nous, les libraires. Alors, je vous parle de ça. Voilà maintenant. Tout ça pour en arriver à cela. Quel préambule. La revue Les Marges. La revue Les Marges, il y a très très peu de choses disponibles sur le net. Elle a été fondée par Eugène Montfort en 1903. Eugène Montfort qui a fondé une école qu'on appelle le naturisme et qui est né en 1870, qui est mort en 1936. Et cette revue-là, Les Marges, il l'a entre autres cofondée avec Charles-Louis Philippe, qui a écrit Bubu de Montparnasse, et André Gide, et qui l'aurait cofinancé à ses débuts. Et au bout d'un certain temps, il y aurait eu une dissension entre Gide et Eugène Montfort concernant Mallarmé. Alors ça, c'est à vérifier aussi le pourquoi. Est-ce que Mallarmé... J'imagine, écoutez, de ce que j'ai pu voir dans les quelques numéros qui me restent, que j'ai retrouvés du moins, un esprit assez éclectique, Montfort. Parce que dans un des numéros, par exemple, tout à fait abîmé, je vous le montre à l'écran. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Des aphorismes de Brillat-Savarin, une conférence d'Alfred Jarry, un texte de Guillaume Apollinaire sur Alfred Jarry, Jean Saltas, des souvenirs sur Jarry, un autre texte de Jarry, des lettres inédites au docteur Saltas et Rachilde. Alors, et ce numéro-là date du 15 janvier 1922. Bon, l'état est absolument déplorable. Je vais peut-être aller glaner quelques aphorismes que je vais aller déposer sur ma plateforme Facebook. On devient cuisinier, mais on est rôtisseur. Voilà. Mais j'irai pas plus loin. Ici, un autre numéro, tenez. Mais voilà, venons-en au fait. Venons-en au fait. Ce numéro-là. Alors, qu'est-ce que c'est, ce numéro-là? Alors, c'est le 15 février 1923. Enquête sur la liberté d'écrire et contre la censure. Une bonne trentaine d'écrivains ont répondu à ce questionnaire. Entre autres, je vous nomme des noms. Tristan Bernard, Barbus, Courteline, Delarue Mardrus, Dorgelès, Léoto, Lenormand, Mauclair, Maurras, Rachilde, Romain Roland, Jehan Rictus et Vildrac et Willy. Alors, je vais vous lire, pas au hasard, mais je vais prendre des extraits. Ça va vous donner une idée. Alors, ce que dit Léon Belby, directeur de l'Intransigeant. La censure, à mon sens, consiste essentiellement à un acte d'ordre administratif qui intervient pour empêcher la publication d'un écrit ou, s'il a été publié, pour en arrêter la diffusion.
Henri Barbus, l'algarade des vieux bureaucrates et vieux militaires du Conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur est d'un ridicule qui frise l'odieux. Le ruban rouge était déjà notablement déconsidéré par les nombreux mercantistes, filous et exploiteurs qui en parlent. Donc, protestons, certes. Si quelques brillantes exceptions ont confirmé cette règle, les écrivains français ne sont pas en général fait remarquer au cours des âges par leur indépendance vis-à-vis des pouvoirs. Je veux espérer qu'il n'en sera pas ainsi dans la circonstance présente, mais je crains que les marges aient bien ennuyé les hommes de plume, une fois n'est pas coutume, en leur posant cette question. Vous allez en obliger un grand nombre à se livrer à un gros travail cérébral pour dire ce qu'ils ne peuvent pas ne pas dire, tout en blessant ni les autres, ni eux-mêmes. Gérard Bauer qui était un grand critique à l'époque. Je m'élève contre toute censure parce qu'il en existe déjà un assez grand nombre. Il y a la censure des préjugés, il y a la censure des amitiés, il y a la censure des directeurs de revues et de journaux. Je prétends qu'on écrit moins librement aujourd'hui sur un certain nombre de sujets qu'on ne le fit autrefois. Je mets, en fait, qu'il serait par exemple impossible à un écrivain de faire représenter, sur le faux patriote, une pièce que celle de Molière sur le faux dévot. Le public de ce commencement de siècle est plus susceptible qu'on ne pense que celui des 3 siècles qui le précédèrent. Tristan Bernard. Oui, un écrivain doit subir une censure, mais une seule, la sienne. Et celle-là même est déjà bien nocive, car les auteurs, hardis d'esprit, n'ont pas le même courage quand il s'agit de réaliser et de publier. Cette censure intime et secrète a beaucoup d'avortements à son actif. C'est une terrible faiseuse d'anges. On appelle ça aujourd'hui l'autocensure. Ah, Jean-Richard Bloch. Il est possible qu'une menace d'avenir soit sourdement contenue dans cette attaque, que le rétablissement de la censure soit en germe dans cette manifestation, mais je n'estime pas que le terrain où le pouvoir s'est placé aujourd'hui soit favorable pour tenter d'y provoquer une insurrection des littérateurs et une émotion de la conscience politique. Paul Brula. Oui, je pense que la liberté d'écrire doit rester entière chez nous. Sans doute elle entraîne des abus, mais les mots qui pourraient résulter de l'étouffement de la pensée me semblent plus à redouter. Je suis donc contre toute censure. Georges Courteline. Je ne crois pas qu'il y ait à redouter une instauration de la censure, ici censure avec un grand C. Sa disparition déjà vieille ayant constitué un progrès dans toute l'étendue du terme, et tout progrès, qui en est vraiment un, demeurant acquis à jamais. Mais cette considération ne change rien au cas de Victor Marguerite. Je suis avec vous, pour lui, depuis les pieds jusqu'à la tête, et je vous sais un gré infini de l'occasion que me donnent les marges de lui envoyer devant tout le monde la meilleure, la plus émue, la plus affectueuse poignée de main qu'il ait jamais reçue de moi. Lucie Delarue Mardru. La liberté d'écrire me semble la plus grande manifestation possible de l'indépendance. Est-on vraiment indépendant quand on est décoré, c'est-à-dire mis en laisse par un ruban? Je propose ce petit solo parmi le cœur actuel des indignations motivées. Qu'allait-il faire dans cette galère? Roland d'Orgelès. J'ai protesté dès le premier jour contre la peine infligée à Victor Marguerite. Je suis pour la liberté d'écrire absolue, sans aucune réserve. Le premier soin des hommes, quand on leur donne une liberté, est d'ailleurs d'en abuser. PS. Ne convient-il pas d'observer que jamais on ne publia autant de livres obscènes qu'à l'époque où la liberté d'écrire n'existait pas? Ceci peut paraître démentir ce que j'ai dit plus haut. Tant pis pour moi. Fernand d'Ivoire. Toute licence, sauf contre la liberté. Mais la Légion d'honneur n'est pas un ordre ni
littéraire ni artistique. C'est un ordre national. Il ne faut pas s'étonner si ces chevaliers, officiers et commandeurs sont tenus à certaines considérations nationales. C'est pour cela que des messieurs ôtent leur ruban avant d'entrer dans certaines maisons. Ernest Charles, la liberté d'écrire doit rester entière chez nous. L'écrivain doit relever exclusivement de l'opinion publique et de la critique littéraire. L'établissement d'une censure sous quelque forme que ce soit serait particulièrement funeste en notre époque. En effet, les mœurs créées par la guerre et par ceux qui l'exploitent à leur profit sont tellement vilaines que les peindre serait toujours aux yeux des juges officiels dépasser les droits de l'art et de l'artiste. Léon Frappier. Je pense, comme les marges, qu'il ne faut pas remettre en question un droit qui paraissait définitivement acquis, le droit de tout publier. La liberté d'écrire est le plus grand bien. Par conséquent, il n'est pas d'autre bien au nom duquel on puisse sans attentat limiter la liberté d'écrire. Si le moindre prétexte de censure est admis, aucun écrit n'est à l'abri de l'arbitraire. Un assemblage de mots écrits est un mirage qui n'a pas exactement le même aspect pour deux personnes au monde. Je rappelle toujours, on est en 1923, il y a 100 ans. Vous vous rendez compte? Je continue parce que j'aimerais... Je continue. On va se rendre jusqu'à peut-être 25 minutes. Je ne vais pas faire une vidéo de 45 minutes, là. Fernand Fleuret. Jusqu'à la Révolution, aucun écrivain ne fut poursuivi pour délit d'immortalité. Au 18e siècle, Crébillon, le fils, l'auteur des fameux tableaux des mœurs du temps, exerça les fonctions de censeur royal. La troisième mère Ubu serait-elle plus royaliste que le roi? Abel Herman. Il va de soi que je suis partisan de l'entière liberté d'écrire et même de la licence pour les écrivains. Un homme qui écrit n'est pas nécessairement un écrivain. Je suis aussi fermement opposé que vous au rétablissement d'une censure franche ou déguisée. Je ne crois pas que dans l'espèce à laquelle vous faites allusion, le Conseil de l'ordre de la Légion d'honneur se soit érigé en tribunal militaire. J'ai d'autres raisons de ne pas approuver la procédure suivi. Mais supposer que le Conseil ait des velléités d'excéder sa compétence, il ne pourra du moins étendre sa juridiction que sur ceux des artistes ou gens de lettres qui sont membres de la Légion d'honneur. Tant pis pour eux. Gustave Kahn, l'écrivain a le droit d'exprimer toute sa pensée. Paul Léoto, laconique ici, je suis pour qu'on puisse écrire tout ce qu'on veut, aux gens qui lisent à faire leur choix. François Mauriac. Voilà, François Mauriac. La censure est nécessaire à l'acte d'écrire, surtout à l'art d'écrire des romans. Le romancier doit avancer aussi loin qu'il peut dans la connaissance des passions. Il doit tout pouvoir dire, mais avec une science du langage dont il usera justement pour éviter ce que M. Marguerite a cherché. Le renoncement à l'effet sale, c'est la vertu essentielle des écrivains qui prétendent à l'audace. L'important est que nous soyons notre propre censeur, mais nous le serons d'autant mieux que nous redouterons d'être rejetés par le corps social ainsi que des toxines. Et par exemple, le romancier, s'il est catholique, a bien des ennuis. N'empêche que son art bénéficie de la réserve à quoi il est tenu. Il faut qu'il devienne le maître de l'allusion, de la suggestion et de l'ellipse. Notre plus grande époque littéraire fut aussi celle où la vertu de prudence parut la plus nécessaire à l'écrivain. Et tout de même, Pascal, Molière, La Bruyère ont dit ce qu'ils avaient à dire sans recourir aux gazettes de Hollande. Et peut-être l'ont-ils mieux dit que s'ils avaient eu leur coudée franche.
Et j'entends bien qu'il existe une littérature licencieuse dont l'agrément n'est pas forcément bas. Mais celle-là, il en fleurira toujours assez chez nous, où le talent des armes les plus pudiques, ni Claudine, ni l'adorable retraite sentimentale ne sont livres fort édifiants. Petit coup de griffe à Colette ici. Qui n'a jamais gendarmé contre eux? Et sans doute le grand péché de M. Marguerite, celui qui ne lui sera pas pardonné parce qu'il est pour l'écrivain une forme du péché contre l'esprit, c'est de ne pas avoir de talent. Attendez, je voudrais voir Maurras, puisque je vous ai annoncé Maurras. Oui. Charles Maurras nous a répondu dans l'Action française. Vous voyez, Charles Maurras, lui, il n'a pas répondu dans les marges, il a répondu dans sa propre revue. Voici le passage essentiel de mon article. Bon. Qu'est-ce que la liberté d'écrire? Qui est libre d'écrire ou qui ne l'est pas? Question, quittons ces fausses clartés qui alignent en mots nets des apparences fallacieuses, voyons les choses sous les mots. Est libre d'écrire qui possède une feuille de papier, une plume, de l'encre et quelque chose à exprimer. Cette liberté-là est donc conciliable avec toutes les tyrannies. Mais nos confrères veulent parler en réalité de la liberté de publier. Voilà bien autre chose. Alors, comme toutes les fois qu'on prononce le mot de liberté, il faut le définir par ses compléments. La liberté de qui? La liberté de quoi? Vous ne voulez pas la liberté de l'assassin, vous ne voulez pas la liberté du voleur. Voulez-vous la liberté de publier n'importe quoi? Mais prenez garde qu'elle n'existe pas. Elle n'est pas menacée, elle est nulle. Essayez de publier Justine ou la philosophie dans un boudoir, vous verrez ce que deviendra votre liberté. La liberté qui existe est une liberté relative et bornée. La justice faite de M. Marguerite vient de déplacer la borne de cette liberté. C'est du bien ou du mal fondé de l'opération qu'il faudrait traiter. A-t-on raison ou tort sur un point précis? Voilà qui peut conduire la discussion à un résultat. On ne peut aboutir à rien en débattant une formule aussi vide et vaine que la liberté d'écrire ou même de publier. Alors, je vais conclure ici parce que... Ouais, je vais conclure avec Rachilde, Jean Rictus et Romain Rolland. Rachilde. La liberté d'écrire, pour être entière, ne doit pas s'entraver de rubans, de faveurs officielles et autres chaînes du genre ornement, beaucoup plus lourdes à porter que l'on se l'imagine. Il ne faut jamais se mettre dans le pénible cas de rendre gorge et cravate. À ce sujet, une anecdote. Un ministre, il y a 15 ans, me demanda si je ne désirais pas la croix. Je lui répondis en riant que sa police était mal faite, car j'avais été condamné, jadis, à 2000 francs d'amende et à 2 ans de prison pour un livre, Monsieur Vénus, et que cela ferait jaser. Le pauvre ministre n'en revenait pas. Plus tard, j'ai dû répondre à des amis qui prenaient l'initiative d'une demande collective en ma faveur que je ne tenais pas à être réhabilité. On peut très bien me demeurer un honnête homme, et même une honnête femme, sans une distinction plus voyante. En outre, comme on donne la croix à tout le monde, et que l'on rencontre parmi ce monde des prostituées et des voleurs, je tiendrais, s'il ne restait qu'un écrivain non décoré, à être celui-là. Il faut choisir la gloire ou la liberté. Je préfère la liberté de la prison, le cas échéant. Jean Rictus. En réponse à votre enquête, je commence par dire que je n'ai pas lu le livre qu'elle vise. Par conséquent, je n'ai pas le moindre parti pris pour ou contre l'auteur et je vais m'efforcer de rester impartial.
Ah ben voilà, là ici, Johan Rictus s'est fendu d'une très, très, très longue réponse. Vous voyez avec la conclusion. Mais c'est pourquoi, dans ces cas analogues, je voudrais un conseil d'artistes et d'écrivains qui jugerait l'ouvrage et l'auteur. S'il apparaissait maintenant qu'il n'a eu que l'intention de s'enrichir, on le condamnerait. Puis il arrive souvent, s'il prétextait qu'il n'a écrit son œuvre pornographique que dans le but final de moralité, le désir de corriger les mœurs et autres vieilles balançoires, il faudrait pouvoir l'obliger à restituer ses bénéfices à des sociétés moralisatrices, à des patronages, à des œuvres de relèvement, etc., etc. Ainsi, le but de l'auteur serait atteint ou son hypocrisie déjouée. À ce prix seulement, chacun aurait la liberté d'écrire de manière artiste ou non les histoires les plus érotiques et malpropres qu'il serait capable d'imaginer. Je souhaite, en terminant, que sur ce point particulier, les mœurs littéraires changent, et il faut qu'elles changent. Elles sont périmées. Et 1700 000 hommes ne sont pas morts dans le plus effroyable des carnages pour que de jeunes écrivains recommencent les saloperies de leurs aînés. Romain Rolland, et je conclus ici. Mes sentiments sont connus. Ils m'ont valu assez d'inimitié. 1. Entière liberté d'écrire. Elle n'est pas sans danger, mais ce sont dangers féconds, ceux qui viennent du libre jeu des forces opposées, et non de l'ignoble abdication de l'esprit. 2. Contre toute censure, quelle qu'en soit la couleur, je n'en tiendrai jamais compte. Ben voilà. En fait, je pensais que c'était plus long que ça. Est-ce que je nous en garde un dernier? Ben voilà, on va y aller avec Charles Vildrac, dont, si ma mémoire est bonne, voilà, était le Charles Vildrac, dont le grand-père a été un des artisans de la Commune de Paris. Ça, c'est à vérifier, mais il me semble, là, il me semble que le grand-père de Charles Vildrac avait été, vous disais-je, un des principaux instigateurs de la Commune. Charles Vildrac, donc. Oui, je pense que la liberté d'écrire doit rester entière chez nous, et je suis contre toute censure sous quelque forme qu'elle se présente. Je me permettrai d'ajouter qu'aujourd'hui un écrivain jalousement attaché à son indépendance, sans parler de sa propreté, doit commencer par ne pas se faire marquer au ruban rouge. Alors on finit avec Willy, l'inénarrable Willy, qui semble-t-il, bon, il a écrit, vous le savez, il a écrit plusieurs livres avec Colette, les Claudines, mais semble-t-il, il aurait été un bien meilleur écrivain que ce que l'histoire en retient. Bon, voilà. Vous êtes aux marges contre toute censure. Mais alors pourquoi ne protestez-vous pas contre celle que les directeurs de journaux ont toujours exercée? Depuis 40 ans, j'ai collaboré à bien des canards. Jamais je n'en ai rencontré un seul où il me fut permis d'écrire, sans restriction, ce qui me passait par la tête. Quant aux décisions du Conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur, elles sont moins embêtantes que celles de la magistrature. Au mois de mai 1903, la maîtresse du prince Jean, fort anodine auprès de la garçonne, m'a valu de comparoir, c'est comme ça que c'est écrit, devant un tribunal d'incompétents présidé par Purget, chat fourré sournoisement Rossard, qui, sans l'habile plaidoirie de Paul Boncourt, m'eût bel et bien envoyé moisir sur les matelas humides des cachots. Croyez-vous que la presse s'insurgea contre cette violation des droits de l'écrivain, si péniblement conquis au long des siècles? Elle s'en désintéressa, mon cher Montfort, avec la plus égoïste unanimité.
Même des lascars à qui mon nez déplaisait approuvèrent allègrement les poursuites. Mon ennemi, Laurent Taillade, dont le geste en l'occurrence ne fut pas beau, et Jacques Landau, et quelques autres encore. Morale, la liberté d'écrire est une blague, la confraternité littéraire aussi. Alors voilà. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Vous connaissez la suite. Vous pouvez me rendre visite à cet atelier librairie, le Livre Voyageur, dans le quartier Villeray à Montréal. Et vous voyez, hein, vous avez pu entendre. Je me situerais où, moi? Ben, je pense que c'est vrai. Ouais, la question de l'autocensure, mais écoutez, non, je me situerais pas, en fait, pour l'instant. Moi, je prends la parole, de toute façon. Je la prends. Et puis, c'est plaisant, je la prends parce que, bon, ben voilà, je la prends. Et puis, j'en assume les conséquences. Voilà. Mais je crains fort qu'on rende, bon, ben ça, l'autocensure, on peut... Mais on peut juger que c'est la nouvelle maladie. Mais si on observe ce qui se passe sur les plateformes, où plein, presque tout le monde, en fait, a la possibilité de s'exprimer, d'écrire, parce que tout le monde écrit, là, hein, faut quand même le voir. Tout le monde écrit. Alors, et tout le monde fait l'expérience de la réaction. Tout le monde réalise que l'écriture provoque des choses. Alors, c'est quand même pas rien. Il y a plein d'écrivains dont les livres ne sont pas lus, sont à peine commentés, dont les livres s'adressent à un non-lecteur implicite. Ce qui n'est pas le cas pour tous ceux qui écrivent sur les plateformes maintenant. Tous ceux et celles qui écrivent sur les plateformes, qui sont... C'est incroyable. Alors, c'est sûr que beaucoup de choses incroyables se disent, mais faites l'expérience si vous voulez. Bon, vous savez, les algorithmes ne cessent d'accumuler de l'information, pas juste pour nous fourguer de la marchandise, là, mais ne cessent de colliger des informations pour cartographier anthropologiquement l'esprit humain. Et faites l'expérience à laquelle je me suis livré il y a peu de temps. J'ai imprimé, il faut dire que je suis particulièrement actif, tout ce que j'ai publié dans une seule année, celle de 2019. Ça donnait près de 900 pages. Une sorte de rapport officiel, au fond, sur mon esprit, sur ce qui m'intéresse. J'étais content de constater une chose, cependant, en parcourant rapidement ce bottin, c'est que la chose politique y apparaît assez peu. J'étais content de ça. Ben voilà, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Merci, portez-vous bien. Alors, les marges, Eugène Montfort. Merci, bonne journée à tous.